Bonjour à tous, merci de votre présence et bienvenue à ce 9e atelier scientifique organisé par le laboratoire Aromalogie. Je suis Catherine Colin-Gaudy, directrice commerciale, accompagnée de Hervé Demey, docteur vétérinaire et spécialiste des algues. Bonjour Hervé. Bonjour. Et Arnaud Géa, bonjour Arnaud, spécialiste des huiles essentielles, biologiste et physiologiste. Ils sont tous les deux membres de notre comité scientifique. Aujourd'hui, nous allons vous parler des acides gras oméga 3 et de leur rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, dans un premier temps, on abordera la définition des acides gras oméga 3 et leur rôle sur le métabolisme. Ensuite, on évoquera différentes pathologies qui peuvent faire penser à des carences en acides gras oméga 3. Et enfin, quelles sont les stratégies et les moyens pour rétablir un taux d'oméga 3 compatible avec les besoins physiologiques. Donc, cette présentation durera une vingtaine de minutes, sera suivie d'une session de questions-réponses. Elle sera enregistrée de façon à ce que vous puissiez avoir accès à cet atelier ultérieurement via notre chaîne YouTube. Donc, je te laisse la parole, Arnaud. Allez, bonjour à tous, ravi d'être là. Alors, juste pour la petite histoire, je me trouve en ce moment à Pau, au congrès Infogine. Et donc, si vous avez un petit peu de bruit dans le fond, voilà, c'est parce que il a fallu trouver un endroit un peu isolé, mais malheureusement qu'il n'est pas complètement. Donc, désolé si le son de la présentation n'est pas tel qu'il est en général. Allez, on va démarrer tout de suite. Je partage mon écran. Tac. Voilà. Alors, un petit rappel quand même sur le concept aromalogie. Donc, aromalogie, vous savez, est une gamme de compléments alimentaires avec deux ingrédients principaux. D'une part, de la coquille d'huître fossilisée, puisque notre concept, c'est vraiment de rééquilibrer la balance acido-basique et de faire en sorte qu'on ait une base comme ça qui soit alcalinisante. Et puis des actifs végétaux qui sont soit des huiles essentielles, soit des extraits végétaux secs, soit des algues. Et en fait, cette combinaison d'ingrédients va nous permettre de jouer sur deux tableaux en même temps. D'une part, les symptômes, on va soulager rapidement les symptômes qu'on cherche à améliorer, et d'autre part, on va travailler sur le terrain pour faire en sorte d'éviter les récidives et que de nouvelles pathologies du coup n'apparaissent pas, et que surtout ce qui a été à l'origine de l'apparition du problème puisse être corrigé. Voilà, donc ce concept-là est de notre point de vue en tout cas unique, et les moyens qu'on met en œuvre pour y arriver aussi est tout à fait original. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je viens de dire qui vient d'être résumé. Au sein d'Aromalogie, on a deux gammes, une gamme aromathérapie, comme son nom l'indique, avec des huiles essentielles, et une gamme algathérapie, avec donc des algues, qui n'a pas d'huile essentielle et qui permet aussi du coup de pouvoir être conseillé dans des cas beaucoup plus larges, puisqu'il n'y a pas les précautions associées à la présence d'huile essentielle. Voilà, notre charte au niveau de l'aromathérapie est évidemment d'être très, très exigeant sur la qualité des produits qu'on utilise, et donc ça se retrouve évidemment au niveau de l'efficacité, puisque tout est dosé de façon à être tout à fait sécuritaire et efficace. C'est vraiment les deux points qui sont fondamentaux. On a souvent, parfois on peut avoir peur d'utiliser des huiles essentielles, et l'intérêt de nos compléments alimentaires, c'est justement que les assemblages sont déjà faits de façon à permettre un usage sécuritaire du consommateur. Allez, après cette présentation un peu générale, entrons dans le vif du sujet avec donc les acides gras de façon générale, et en particulier, on va s'intéresser aux oméga 3. Alors, on va replacer quand même un petit peu une définition d'ordre général. Qu'est-ce qu'un acide gras? Alors, un acide gras, comme son nom l'indique, c'est pour une fois, les scientifiques n'ont pas donné de nom trop compliqué. C'est un acide, donc il y a une fonction acide au niveau chimique. Alors, ça se traduit par cette fonction COH. Et il y a donc une chaîne grasse aussi, qu'on qualifie là aussi au niveau chimique d'une chaîne aliphatique, c'est-à-dire un enchaînement de carbone qui est linéaire. Et donc, un acide gras a cette structure-là. Ce qui est important, c'est qu'un acide gras est donc composé d'une fonction acide qui est hydrophile et d'une chaîne aliphatique qui est hydrophobe. Ce qui veut dire qu'on va avoir une molécule qui est amphotère, donc à la fois hydrophile et lipophile. Une molécule qui est amphiphile, pardon, qui est donc à la fois hydrophile et lipophile. Cette chaîne aliphatique, donc cette chaîne avec un enchaînement comme ça de carbone, va pouvoir éventuellement disposer de double liaison.
Quand on parle d'acide gras, quand on met des doubles liaisons, on parle d'insaturation. Donc, quand on rajoute des doubles liaisons sur une chaîne aliphatique, on parle d'acide gras insaturé. Et donc, c'est très simple. Soit il y a une insaturation, et dans ce cas-là, on dit que l'acide gras est mono-insaturé. Soit il y a plusieurs insaturations, donc plusieurs doubles liaisons. Et dans ce cas-là, on dirait que l'acide gras est polyinsaturé. Alors, une fois qu'on a ces éléments en tête, ça nous permet d'entrer directement dans le vif du sujet, de parler de classification des acides gras, parce qu'il en existe de tellement variés qu'il est important de savoir comment on peut les ranger de façon à les regrouper en fonction aussi de leurs propriétés, de leur structure d'une part, mais aussi de leurs propriétés. Et c'est cette classification-là qui va être intéressante. Alors, par rapport à ça, on a deux classifications. On ne va pas dire qu'ils s'opposent, mais en tout cas quand même qui ne traduisent pas la même approche de l'acide gras. D'un point de vue chimique, il faut savoir qu'on va numéroter les carbones. Donc ça, je crois qu'il y a un changement d'axe comme ça, c'est un carbone, même s'il n'est pas noté. Et donc, on va numéroter les carbones d'un point de vue chimique à partir de la fonction acide. Donc, pour rappeler, la fonction acide, c'est celle-là. Et donc, traditionnellement, le premier carbone, c'est le carbone numéro 1. Le deuxième, c'est le 2, mais on l'appelle aussi le carbone alpha. Bon, faut savoir. Et puis, ainsi de suite, on numérote comme ça, de cette façon-là. Ça, c'est la réglementation un peu rigoureuse des chimistes. Mais les nutritionnistes, qui ont un point de vue beaucoup plus fonctionnel de l'acide gras que le chimiste, qui est purement descriptif, va numéroter à partir du dernier carbone. Pourquoi? Parce que, on le verra plus tard, c'est en fait la position de la double liaison par rapport au dernier carbone qui est le critère le plus important. Et donc, vous savez, la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est oméga. Et donc, on va appeler le dernier carbone le carbone oméga. Et donc, on va numéroter les carbones par rapport à ce carbone oméga. Donc celui-là, c'est le carbone du coup oméga 1, disons. Celui-là, c'est le carbone oméga 2. Je l'ai placé juste un petit peu décalé. On va remettre au bon endroit. Tac, 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 tac. Voilà. Donc celui-là, c'est le carbone numéro 2. Celui-là, c'est le 3, et ainsi de suite. Et donc, quand on a une double liaison qui est placée, par exemple, sur ce carbone, on va dire que ce carbone-là porte la double liaison et que ce carbone est situé 3 carbones avant le dernier. Eh ben, c'est exactement ça qu'on qualifie un oméga moins 3. 3 carbones avant le dernier. Et donc, cette notion d'oméga 3 donne en fait la position de la dernière double liaison par rapport au carbone oméga. Donc, on voit que ces deux nomenclatures, finalement, s'opposent. Et dans tout ce qui est sciences biologiques, on utilise beaucoup plus la nomenclature des nutritionnistes que la nomenclature des chimistes. Alors, on va du coup regrouper les acides gras en plusieurs catégories. De façon très simple, on va avoir les saturés et les insaturés. Si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, les saturés, ce sont ceux qui n'ont pas de double liaison. Il n'y a pas de double liaison, du coup on dit que la chaîne est saturée. Les insaturés, ils ont une ou plusieurs doubles liaisons. Et parmi les insaturés, on aura deux catégories principales qui vont nous intéresser aujourd'hui, qui sont les oméga 3 et les oméga 6. Évidemment, il y en a d'autres, des catégories, mais j'ai placé que celle-là parce que c'était celle sur lesquelles on allait insister aujourd'hui. Et vous voyez d'ailleurs que la fonction des acides gras est très différente. Les acides gras saturés vont essentiellement servir au stockage et à la fourniture d'énergie par les cellules. Alors que les oméga 3 et les oméga 6 vont plutôt entrer dans la composition des cellules et dans les échanges d'informations entre elles. Si on fait un petit peu une analogie, on pourrait dire que quand on construit un chalet avec des rondins de bois, et ben, les rondins de bois vont représenter évidemment les protéines, mais aussi d'une certaine façon des oméga 3 ou parfois même des oméga 6. Donc c'est ce qui va faire la structure du chalet. Les acides gras saturés, eux, vont être représentés par le tas de bois à l'extérieur du chalet qu'on va mettre dans la cheminée pour produire de l'énergie. Donc les acides gras saturés, c'est vraiment ce qu'on va stocker à un endroit et puis ce qu'on va pouvoir utiliser quand on en a besoin. Au niveau de la structure, vous avez la petite illustration à côté qui vous montre du coup la structure chimique de chacune de ces catégories. Donc les saturés, comme évidemment l'acide palmitique qu'on trouve, comme son nom l'indique, dans l'huile de palme, mais aussi qui est produit naturellement par notre foie. Donc l'acide palmitique, il n'est pas que issu de la déforestation à Bornéo. C'est vraiment très réducteur de croire ça. On le produit naturellement et donc c'est pas un acide gras d'ailleurs qui pose problème au niveau biologique. Il pose plus problème au niveau écologique. La surexploitation finalement des forêts vierges pour produire de l'huile de palme qui est problématique, mais ce n'est pas au niveau biologique que vraiment c'est problématique, même si évidemment il a peu d'intérêt à part être stocké. Et pour les oméga 6, on va avoir ces deux acides gras-là, et pour les oméga 3, ceux-là sur lesquels on va évidemment revenir beaucoup plus en détail.
Ce qu'il faut savoir et qui est vraiment intéressant aussi, c'est que au-delà de la position de la double liaison, hein, qui est un point très important quand on s'intéresse aux acides gras, il y a un autre aspect qui est la configuration dans l'espace générée par la présence de la double liaison. Regardez ici, vous voyez que là, on a une chaîne qui est linéaire. Si on trace ici un axe par la double liaison, on voit que la chaîne, finalement, traverse la frontière qui serait virtuellement créée par la double liaison. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un acide gras trans. Pour s'en rappeler, on peut se rappeler par exemple qu'un transalpin, il franchit les Alpes, il est situé de part et d'autre de la frontière, hein, et donc un acide gras trans, justement, il a une chaîne carbonée qui croise la frontière étant donnée par l'axe défini par la double liaison. Un acide gras 6, en revanche, lui, il ne croise pas la frontière. Avec là, on est toujours du même côté. Et quand on a donc un acide gras 6, eh bien, on a du coup un coude qui va être introduit dans la chaîne, un angle qui est introduit, et ça va changer la façon dont la cellule va utiliser l'acide gras. Donc, au-delà de la position de la double liaison, on a aussi ce critère-là qui est très, très, très important. Et le problème, c'est que dans notre alimentation industrielle, qui est quand même très fréquente aujourd'hui, eh bien, on va avoir beaucoup d'acides gras trans. Et lorsque l'acide gras est trans, eh bien, ça va modifier le comportement, par exemple, des membranes dans lesquelles ces acides gras trans sont intégrés. Et donc, pour la santé, il est très important de favoriser plutôt les acides gras 6, qui sont donc plutôt d'origine, on va le dire avec guillemets, naturelle, peu transformée, parce que le processus de transformation génère une configuration trans au niveau des acides gras. Voilà. Donc ça, on n'est pas sur l'oméga 6 et l'oméga 3, mais c'est quand même un point qui est important quand on s'intéresse de façon beaucoup plus générale aux acides gras. Un autre point qui est évidemment central, c'est la notion d'acide gras essentiel. Alors, il y a un petit texte un petit peu rédigé ici, mais je vais le synthétiser pour être vraiment plus simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'on qualifie dans l'organisme de molécules essentielles, ce sont des molécules que l'organisme ne sait pas produire, ou en tout cas ne sait pas produire en quantité suffisante, proportionnelle à ses besoins. Voilà. Et donc, comme l'organisme ne sait pas les produire ou du tout ou suffisamment, eh bien, l'alimentation doit forcément les apporter. Et donc, on a des acides gras qui sont essentiels parce que soit on ne sait pas les produire du tout, soit on ne les produit pas en quantité suffisante. Et ce qui se passe pour certains d'entre eux, c'est qu'on n'a tout simplement pas les enzymes disponibles pour les produire. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'humain, on n'arrive pas à ajouter de double liaison sur les 7 derniers carbones. Donc à partir du carbone oméga, rappelez-vous, je suis toujours dans cette nomenclature-là. Et donc, on doit utiliser des sources qui vont nous apporter justement des acides gras qui disposent déjà des doubles liaisons dans ces derniers carbones, parce que si elles n'y sont pas, nous, on ne sait pas les rajouter. Et donc, quelles sont les deux grandes catégories d'acides gras essentiels qu'on doit avoir dans l'alimentation? Les oméga 3 et les oméga 6, puisque ce sont les deux seuls que nous ne savons pas produire parce qu'on n'a pas les enzymes disponibles. Et donc, évidemment, les sources vont être soit végétales, soit éventuellement animales, sur en particulier les poissons qui, eux, ont les enzymes nécessaires, ou en tout cas, pas forcément, mais qui vont pouvoir utiliser des acides gras issus de leur propre alimentation. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cet aspect un petit peu plus tard. Oui, Voilà. parce que Alors, c'est oui, un point. C'est un point très important et effectivement, on y reviendra tout à l'heure, mais retenez bien cette diapo-là. Quand on parle des huiles de poisson, leur origine, elle n'est pas forcément celle qu'on pense. Voilà. Donc, exactement. Alors, on fait durer le suspense parce que Hervé reviendra sur cette notion-là un petit peu plus tard dans une diapo où on parlera. Allez, on va spoiler depuis un petit peu, on parlera un peu des algues. bah, forcément. Ouais, forcément, c'est ça. Alors, les oméga 3 et les oméga 6, on va faire un focus là-dessus, puisque c'est évidemment ce qui nous interpelle ici. On ne peut pas parler d'oméga 3 si on ne parle pas d'oméga 6, parce que ce qui est important, c'est au-delà de l'apport en oméga 3 en tant que tel, c'est aussi du ratio entre les deux. Et donc, on a en fait deux voies de biosynthèse, donc on appelle ça des pathways en anglais, deux voies de biosynthèse qui sont complètement parallèles, hein, soit la voie oméga 6, soit la voie oméga 3. Et en fait, il est important qu'on ait suffisamment de l'un et de l'autre pour que ces deux voies de biosynthèse soient importantes. Pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, ces molécules vont servir aux échanges d'informations entre les cellules. Donc, il est fondamental qu'on ait dans nos cellules des oméga 3 et des oméga 6 pour qu'elles puissent communiquer correctement entre elles, au-delà de l'aspect des membranes sur lequel on reviendra aussi un peu plus tard.
Le souci, c'est que en temps normal, on a un rapport d'1 pour 1 entre oméga 3 et oméga 6, et là, tout va bien. Le problème, c'est qu'actuellement, on a une alimentation qui est très déséquilibrée en faveur des oméga 6. Et donc, en fait, on va se retrouver avec beaucoup d'oméga 6 et beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Le rapport qui est donc normal, qui est de 1 pour 1, évolue aujourd'hui vers 1 pour 10, voire 1 pour 30. C'est-à-dire qu'on a 10 fois trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et ça, évidemment, c'est largement problématique. Aujourd'hui, on devrait se ramener à un ratio à peu près d'1 pour 5. Alors 1 pour 5, pourquoi? Parce qu'arriver à 1 pour 1, c'est un petit peu illusoire dans le mode de vie contemporain. Donc l'idée, c'est pas d'avoir un objectif inatteignable, mais c'est d'avoir un objectif quand même qui nous permette de maintenir un bon état de santé. Et donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir des apports en oméga 3 pour contrebalancer ce ratio et se rapprocher du coup de quelque chose de plus physiologiquement correct. Et donc, qu'est-ce qui va être intéressant? Eh bien, ce sont les algues, parce que justement, les algues vont nous amener ce fameux ratio oméga 3, oméga 6, et vont nous permettre de redescendre ce ratio vers quelque chose de beaucoup plus physiologique. Pourquoi c'est si important de s'intéresser à ce ratio et donc aux oméga 3? Eh bien parce que les oméga 3 interviennent dans de très nombreuses fonctions. Alors c'est une diapo qui est un petit peu compliquée, mais qu'on a beaucoup tenu à placer ici avec Hervé, parce qu'elle montre à quel point ces oméga 3 sont fondamentaux globalement dans l'équilibre de l'organisme. Alors, juste pour vous dire, on mettra, si le sujet vous intéresse, peut-être en description, les liens qui sont ici vers les études qu'on a citées. Tous les numéros correspondent à des études qui sont reportées ici. Et donc, on ne va pas passer trop de temps dessus, on ne va pas être exhaustif, mais juste pour que vous compreniez bien comment tout ça s'intègre dans un schéma très global. Vous voyez que les oméga 3 vont participer à l'intégrité des membranes cellulaires, vont réduire la production de radicaux libres, vont participer à l'équilibre du système nerveux, du métabolisme glucidique et lipidique, et tout ça finalement va avoir des répercussions à de très nombreux autres niveaux. Donc en réalité, nous, notre leitmotiv, hein, vous le savez, au niveau du labo, c'est vraiment l'équilibre acido-basique, mais on ne peut pas concevoir l'équilibre acido-basique sans parler des oméga 3. Et donc ça va se traduire évidemment par des propositions qu'on vous fera au niveau des produits de notre gamme, d'associations que je vous présenterai tout à l'heure. Il faut bien comprendre que dans la quasi-totalité des situations qu'on va rencontrer en conseil, hein, quand on a des patients qui viennent vous consulter, eh bien, les oméga 3 vont très souvent pouvoir être conseillés parce qu'une carence en oméga 3 est souvent à l'origine, de près ou de loin, disons, des symptômes expérimentés par les patients. Par exemple, les oméga 3 interviennent dans la fluidité, dans la bonne consistance des membranes cellulaires. Hein, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des oméga 3, pardon, pas des oméga 3, des acides gras 6 et trans, vous vous rappelez? Le problème des acides gras trans, c'est que, alors il y a tout d'un coup beaucoup de bruit, j'espère que ce n'est pas trop gênant pour vous, mais alors, la plupart des oméga, quand on a beaucoup d'oméga trans, on va avoir comme ça des phospholipides qui sont tous collés les uns aux autres, et du coup, on a une membrane qui devient très compacte et on perd en fluidité. Quand au contraire, la membrane intègre des acides gras insaturés, en particulier 6 et en particulier de la catégorie des oméga 3, eh bien, on a une membrane comme ça qui intègre comme une petite jambe levée sur le côté. Et du coup, les phospholipides ne peuvent plus être aussi collés les uns aux autres. Et donc, la membrane reprend une bonne fluidité. Et quand la membrane fonctionne bien, eh bien c'est tout l'équilibre de la cellule qui est favorisé. Et donc, évidemment, ça va lutter contre l'apparition de certaines pathologies. Mais on peut aussi associer les oméga 3 à l'intestin poreux. Et vous savez, quand l'intestin est poreux, bien, il laisse passer des substances qui ne sont pas normalement censées passer, et donc évidemment qui peuvent générer l'apparition là aussi de symptômes tout à fait désagréables. Alors évidemment, quand on couple ça, les oméga 3, à des huiles essentielles, comme par exemple le centre de thé intimol, d'origan vert, une coupe de girofle, qu'on va retrouver dans notre produit eubiotique par exemple, eh bien c'est largement efficace pour aller lutter contre les problèmes d'intestin, d'hyperperméabilité intestinale. Donc typiquement, une association oméga 3 et eubiotique ATB va être très pertinente dans ce cadre-là. Et puis on rajoutera évidemment le lithotam dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais le point, à mon avis, le plus important sur les oméga 3, c'est celui-là. Il faut absolument retenir que je vous ai parlé des deux pathways, des deux voies biochimiques tout à l'heure, qui étaient parallèles des oméga 6 et des oméga 3. Eh bien, la conséquence de ces voies, et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que là, il y a une conséquence clinique. La conséquence de ces voies, c'est que les oméga 6 aboutissent à la formation de médiateurs pro-inflammatoires.
cette voie-là, elle est largement prépondérante par rapport à celle-là. La conséquence, c'est que quand on a trop d'oméga 6, à terme, ça aboutit à avoir une alimentation qui sera plutôt pro-inflammatoire. Alors que si, au contraire, on favorise les oméga 3, on va aboutir à la production de messagers chimiques qui vont être, au contraire, anti-inflammatoires. Et c'est là où c'est vraiment intéressant de réguler cette balance oméga 6, oméga 3 en faveur des oméga 3. Trop d'oméga 6, oui, l'oméga 6 est important, c'est un acide gras essentiel, pas de problème, mais ça va favoriser les réactions inflammatoires. Et donc, dans toutes les pathologies chroniques inflammatoires, il est fondamental de rétablir cette balance-là, oméga 6, oméga 3, et de la rétablir en faveur des oméga 3. Alors, la question qui vient évidemment par rapport à tout ça, c'est, bon, ok, c'est génial, mais je les prends où, mes oméga 3? Eh bien, réponse, chez Aromalogie. Bon, alors plus sérieusement, on va voir comment on peut parler de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux aspects à considérer. D'une part, la quantité. On a besoin d'une certaine quantité d'oméga 3. Et là, peu importe la source, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, on a besoin d'avoir cet aspect ratio oméga 3 sur oméga 6. Et le problème, c'est que quand on prend certaines huiles, on amène des oméga 3, mais en réalité, on amène aussi des oméga 6. Et donc, le ratio n'est pas rétabli. Et regardez, c'est flagrant oui, dans cette image. J'ai fait ce graphique à partir de données qui ont été compilées par Hervé, qui sont vraiment très, très visuelles. Je pense que c'est convaincant. Hein. Regardez ici en vert, vous avez les ratios de principales huiles végétales. Eh ben, en termes d'apport d'oméga 3, elles sont intéressantes, ces huiles. Hein. Elles ont beaucoup d'huile d'oméga 3, mais le ratio n'est pas favorable, sauf pour l'huile de lin. Colza, c'est déjà pas mal, on n'est pas loin de 2. J'ai mis la barre ici, qui est située à peu près au niveau des 1. Un ratio de 1. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que l'huile de lin, elle est en dessous. Donc l'huile de lin, elle a un ratio excellent qui permet en effet d'avoir un bon apport en oméga 3 et donc de ramener tout ça dans des valeurs favorables. Et quel est l'ingrédient, quel est l'aliment, le super aliment, on pourrait même dire, qui va vraiment permettre de baisser ce ratio? Eh ben, ce sont les algues. Regardez toutes les algues ici, qu'elles soient vertes ou rouges, à chaque fois, on est sur des ratios qui sont très 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 bas, donc avec beaucoup plus d'oméga 3 que d'oméga 6. Alors, donc tout ça, je pense que c'est convaincant. Hein, et donc, on a finalement combiné tout ça dans deux types d'ingrédients. D'une part, dans un complément alimentaire qu'on a appelé de façon quand même assez parlante oméga 3, comme ça vous savez ce que vous achetez, qui est une source animale. Et donc, alors, animal, oui, et en même temps non. Je pense qu'Hervé va peut-être pouvoir parler de cet aspect-là. C'est pas si animal que ça finalement, non? Mais c'est tout à fait ça, effectivement, parce que certains pourraient se poser la question de savoir pourquoi les oméga 3 à base d'huile de poisson sont dans la gamme alga-thérapie. Première question. Et donc, effectivement, il y a une logique dans tout ça, c'est que même si en pratique, on extrait les oméga 3 essentiellement des huiles de poisson, ce ne sont pas les poissons qui produisent ces oméga 3. Ces oméga 3, ce sont des acides gras qui ont été mis en réserve par les poissons grâce à leur alimentation à partir essentiellement de microalgues, hein, du phytoplancton marin, puisque les poissons eux-mêmes n'ont pas cette voie de synthèse des oméga 3 à chaîne longue, notamment le DHA. Le DHA, il faut absolument qu'il soit apporté puisque il n'y a aucun mammifère, aucun poisson sur la Terre, il n'y a que certains végétaux et les algues en particulier, il n'y a que les microalgues qui sont capables de synthétiser du DHA. Donc, on pourrait envisager à terme d'extraire des acides gras oméga 3 de type EPA, DHA à partir directement de microalgues. C'est en cours d'exploration. L'inconvénient, c'est que c'est quelque chose aujourd'hui qui coûte très cher. Et donc aujourd'hui, la meilleure façon d'aller chercher ces acides gras oméga 3 à chaîne longue, c'est d'aller les chercher dans des organismes qui les stockent, et ce sont essentiellement les poissons, et les poissons gras, donc les poissons marins, ce qui n'est pas le cas des poissons d'eau douce. Hein. Si vous mangez de la truite ou de la carpe, vous n'aurez pas votre quota. Donc, poisson gras marin, c'est donc la sardine, le hareng, le maquereau, essentiellement, aussi le saumon, enfin tous les poissons qui sont considérés comme gras, ont un stock ces acides gras, et donc on récupère l'huile de ces poissons pour pouvoir effectivement faire des apports d'oméga 3 à chaîne longue qui sont absolument indispensables. Parce que même si l'huile de lin apporte effectivement l'acide gras alpha-linolénique, on sait que pour
produire, on va pouvoir éventuellement avec ça faire de l'EPA, mais en petite quantité, les ratios de transformation sont très faibles. Et pour ce qui est du DHA, c'est quasiment zéro. Donc le DHA, il a des fonctions très importantes sur le plan physiologique, hein, en tant que messager chimique inflammatoire, mais aussi nécessaire à la synthèse de certaines hormones. Si on n'a pas effectivement cette source de DHA, eh ben, il y a des fonctions biologiques qui ne fonctionneront pas. Donc, je voulais un peu préciser, effectivement, l'huile de poisson, ben, on peut se poser la question, savoir pourquoi on va chercher des acides gras comme ça dans les huiles de poisson, tout simplement parce qu'eux sont capables de les assimiler, de les stocker, mais qu'à l'origine, ça provient des algues. Bon, génial. Merci Hervé. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, les sources sont végétales, même si on prend du poisson, si on remonte un peu la chaîne, ça reste quand même du végétal. Tout à fait. Alors, on voit du coup qu'avec 3 gélules, on couvre largement les besoins journaliers. Donc, notre complément alimentaire est parfaitement dosé. Et donc, évidemment, il va venir aussi s'associer à notre gamme alga-thérapie, puisque là, on va avoir en plus d'autres algues qui vont amener les minéraux. Et je pense que vous pourrez parcourir notre chaîne YouTube et vous verrez plein de conférences qu'on a pu donner là-dessus pour mieux comprendre l'apport des algues et qu'Hervé a animé. Et donc, ce complément alimentaire oméga 3 se combine parfaitement avec le lithotam. Donc voilà, on a des compléments alimentaires qui sont très complémentaires. Et l'intérêt finalement, c'est de travailler d'un côté sur le terrain acido-basique avec le lithotam et de venir complémenter ça avec un rééquilibrage de la balance oméga 3, oméga 6 avec les oméga 3. Et l'association des deux est vraiment très pertinente et va servir finalement de support à ensuite évidemment éventuellement d'autres produits qui vont travailler sur le symptôme. Si par exemple il y a une infection urinaire, et on pourra combiner lithotam oméga 3 avec le complément alimentaire urinaire de la gamme aromalogie, hein, qui est là plutôt sur la partie aromathérapie. Et tout ça finalement va vraiment s'imbriquer, et l'idée c'est pas simplement de travailler ni sur le symptôme ni sur le terrain, mais de travailler sur les deux en même temps. Et voilà, on espère à travers ces ateliers faire passer ce message-là qu'on peut faire les deux en même temps et ça ne s'oppose pas. Voilà, donc bah, écoutez, de mon côté en tout cas, j'ai terminé ce que je voulais vous dire sur cette présentation. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et puis Hervé pourra peut-être aussi apporter sa connaissance aussi de tout ce domaine. Catherine, on ne t'entend pas, tu as coupé ton micro. Je disais merci Arnaud, c'était vraiment intéressant et ça souligne une fois de plus, s'il le fallait, qu'une alimentation équilibrée, c'est vraiment essentiel pour rester en bonne santé. Oui, et c'est une bonne remarque, Catherine, que tu fais là, c'est que c'est essentiel pour rester en bonne santé. En même temps, c'est difficile qu'une alimentation même équilibrée suffise en tant que telle. On a quand même besoin, on le voit, hein, que même avec des huiles végétales, ça suffit quand même pas. Moi, je vous donne notre cas dans ma famille, on fait toutes les vinaigrettes à base d'huile de colza. Bon, parce que voilà, ça passe au niveau du goût, ça fait des apports qui sont quand même intéressants en oméga 3. Malgré tout, on prend les compléments alimentaires oméga 3 pour remonter ce ratio. C'est important quand même d'avoir cette notion-là, quoi. C'est vrai qu'avec l'alimentation moderne, c'est quasiment impossible d'arriver au bon ratio, quoi. Bah, il faut essayer d'optimiser au maximum les choses, mais il faut déjà en avoir conscience. Et effectivement, c'est par l'information, la formation, comprendre pourquoi, comment, qu'on peut arriver à convaincre les gens et leur dire, voilà, c'est important parce que physiologiquement, c'est démontré. Et on sait qu'à l'origine, on n'avait pas les mêmes besoins. Enfin, c'est vrai pour les acides oméga, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est acidose. À l'époque, on mangeait différemment. Enfin, quand l'homme de Néandertal ne se nourrissait pas comme aujourd'hui. Et a priori, il était en meilleur état de santé que la plupart des gens du monde occidental d'aujourd'hui. Même s'il mourait jeune parce qu'il se faisait attaquer par les ours ou les tigres ou autres bêtes sauvages, mais il ne mourait pas de maladie en général. Oui. C'était plutôt violent. Mais je dirais que, enfin, mourir jeune, enfin, l'espérance de vie aujourd'hui est calculée sur une population globale. Alors c'est vrai que l'espérance de vie a beaucoup augmenté parce que la première chose qu'on a corrigée, c'est la mortalité néonatale. Mais il n'empêche que il y a quand même des gens qui meurent jeunes aujourd'hui. Enfin, je pense que dans le monde occidental, on a atteint le pic de la longévité qu'on pourrait espérer et que dans les années qui viennent, je pense que
cet âge moyen dans les pays européens occidentaux va baisser parce que depuis 50, 60 ans, on est passé à l'alimentation industrielle et on va en payer les conséquences dans les années qui viennent. Ça, pour moi, j'en suis convaincu. Parce que les gens qui meurent aujourd'hui à 80, 90 ans, ils ont vécu dans un monde où effectivement l'alimentation était beaucoup plus naturelle, plus simple, il n'y avait pas de produits transformés, pas d'acides gras trans, enfin pas de, beaucoup moins d'aliments acides. Et je pense sincèrement que on est allé aujourd'hui au maximum de ce qu'on pouvait dans le contexte actuel, mais que demain, si effectivement les jeunes générations prennent conscience de tout ça, il est possible qu'à terme, enfin dans une centaine d'années, plus ou moins, l'espérance de vie moyenne revienne à des niveaux supérieurs. Faut savoir que génétiquement, on est programmé pour vivre plus ou moins 120, 125 ans, et qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais que c'est un objectif qui est tenable si effectivement on prend en compte tous ces facteurs, et notamment ces facteurs physiologiques de base qui sont liés directement à l'alimentation. Et notamment, on parlait tout à l'heure de l'importance des acides gras oméga 3 dans le fonctionnement cellulaire, notamment dans la structure de la cellule, dans la membrane. Savoir qu'une cellule, il y en a certaines dans l'organisme qui se renouvellent, mais il y en a certaines qui ne se renouvellent pas. Certains tissus, ils sont là pour la vie, et il n'y a pas de renouvellement, et que le vieillissement cellulaire est en grande partie dû à ce phénomène comment dire ça, de vieillissement de la paroi, de la membrane cellulaire, qui va faire qu'effectivement la cellule va fonctionner moins bien, va être plus ou moins poreuse. Et si on veut une cellule en parfaite santé, il faut qu'elle puisse au quotidien s'entretenir. Et pour ça, les acides gras de type oméga 3 sont essentiels à la prévention du vieillissement des cellules, à travers à la fois les membranes, mais aussi à travers le fonctionnement des mitochondries, enfin de tout ce qui est dans la cellule. La cellule, c'est l'unité de base, hein, c'est extraordinaire une cellule, mais le corps est fait d'une association de cellules, et que si la cellule fonctionne mal, l'ensemble du corps va mal fonctionner. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas, d'autres remarques. S'il n'y en a plus. Alors, juste une petite, si on peut parler de choses concrètes, moi je considère qu'aujourd'hui, étant donné ce qu'on mange au quotidien, et si on ne veut pas non plus trop se compliquer la vie et devenir un extrémiste de l'alimentation traditionnelle, la complémentation oméga 3 aujourd'hui, à partir effectivement de gélules de type huile de poisson, elle devrait être quotidienne, et ça, il n'est pas question de faire des cures. Une cure, ça peut se discuter, mais pour moi, une grande quantité de produits sur une courte période, ça n'a pas vraiment de sens, dans la mesure où ces besoins, notamment en acides gras type oméga 3, c'est des besoins quotidiens, et tout au long de la vie, tout au long de l'année. C'est pas juste comme ça une fois de temps en temps. Ça peut pas faire de mal si on en prend une fois de temps en temps, c'est mieux que rien, mais pour moi, il vaut mieux en prendre en petite quantité tout le temps, que de vouloir faire une supplémentation importante, parce que quelque part, on n'aura pas la capacité déjà à tout assimiler, donc ça va être du gaspillage. Et donc, il vaut mieux prendre des petites quantités de chaque chose, notamment les oméga 3, mais c'est vrai aussi pour les minéraux, c'est vrai pour les oligo-éléments, c'est vrai pour tout. Apporter le juste nécessaire quotidien, mais de façon quotidienne. Au long cours, en fait. En Tout permanence. à fait. Oui, puisque c'est une question de fonctionnement de l'organisme, c'est pas une pathologie qui doit être traitée rapidement, c'est vraiment le fonctionnement idéal de l'organisme, donc ça, c'est toute la vie, en Oui, fait. dans certains cas, ça peut se discuter, puisque certaines substances peuvent se stocker dans l'organisme, c'est vrai de certaines vitamines, c'est vrai de certains minéraux, mais pour beaucoup d'éléments, le stock est très très limité, et les besoins sont quasiment quotidiens. On peut parler d'iode, par exemple, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais l'iode, sa durée de vie dans l'organisme, c'est quelques jours, il n'y a quasiment pas de stockage. Donc si on ne prend pas de l'iode régulièrement, on est carencé en iode, et puis on fait de l'hypothyroïdie. Et tu disais, Hervé, les oméga 3, de toute façon, on ne les stockera pas. On ne peut pas les stocker. On les stocke très peu.
On stocke des acides gras saturés. Arnaud l'a mentionné tout à l'heure. La plupart des acides gras saturés servent à production d'énergie sous forme de graisses qui sont stockées. Le gras de l'organisme est une façon de stocker de l'énergie parce que c'est 2 fois plus énergétique qu'un glucide. Donc, il y a une logique à tout ça aussi. Mais ces acides gras-là, c'est les bûches qu'on met dans la cheminée. C'est pas les rondins qui servent à construire la maison. Très bien. Bah, merci à vous deux, hein. Merci à vous aussi. On est passé de la terre à la mer, des algues aux poissons. On a fait un beau voyage. Donc merci à vous, merci à tous. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain atelier scientifique le jeudi 9 novembre à la même heure, 12h15. Et nous parlerons des hormones. Et bien bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.